que j'aime être le comte de Monte Cristo. C'est un homme terrible, impitoyable et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être Edmond Dantès. Je n'attendais rien d'autre de la vie. Mais ils m'en ont empêché. Villefort, Morcerf, Danglars et même l'autre larve de Caderousse, qui savait tout et qui n'a rien dit, en essayant de tuer le jeune marin qui ne demandait rien à personne. Ils ont fait naître le vengeur qui vient leur demander des comptes. Bien tant pis pour eux. N'ayez pas peur. Aidez-moi. Qui êtes-vous? L'abbé Faria. Et vous? Je suis le numéro 34. Mais avant, je m'appelais Dantès. Edmond Dantès. Depuis combien de temps êtes-vous là? Je ne sais plus. Au début, je comptais les jours, mais... Nous sommes le 11 février. Le 11 février. Oui. C'est février.
Voilà pourquoi j'ai froid. Février, mais de quelle année? 1833. 1833. Ça fait 18 ans que je suis ici. 18 ans. On m'a pris la lumière du soleil. On m'a volé mon amour, ma jeunesse, mon avenir. Edmond Dantès! Edmond Dantès? Je suis porteur d'un mandat d'arrêt délivré contre vous par Monsieur de Villefort, procureur du roi. Au nom de la loi, Dantès! Suivez-moi. Les amis, continuez à vous amuser, je reviens tout de suite. Doucement. Cette lettre qui vous dénonce est anonyme. Bien sûr. Avez-vous une idée de l'accusation qu'elle porte contre vous? Absolument aucune, monsieur le procureur. Et j'ai beau chercher, je ne vois pas le mal que j'aurais pu faire. D'ailleurs, je viens juste de rentrer en France, après un long voyage aux Indes orientales, sur le Pharaon, vaisseau de l'armement Morel. Sur lequel vous serviez comme officier en second. C'est bien cela? Oui, monsieur. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à prendre le commandement de ce navire? Comme je l'ai dit dans mon dernier rapport de mer, le capitaine du Pharaon est mort des fièvres en passant Gibraltar. Et on n'accuse quand même pas de l'avoir assassiné. Non, Dantès, on vous dénonce pour avoir débarqué à l'île d'Elbe. Est-ce exact? Ma foi, oui. Où est le mal? Une fois à terre, un aide de camp de l'ex-empereur Napoléon ne vous a-t-il pas remis un pli? Si. Pourquoi? Ne saviez-vous pas que toute relation est interdite avec l'ancien tyran? Mais monsieur, j'ai agi sur ordre du capitaine du Pharaon. Alors qu'il luttait contre les fièvres malignes qui devaient l'emporter, il m'a fait jurer d'aller chercher cette lettre. Cela ne me plaisait guère. Parce que vous n'êtes pas bonapartiste? Vous savez, je ne suis qu'un marin. Rien qu'un marin. Trop souvent et trop longtemps hors de France pour m'intéresser aux choses politiques. Mais comment aurais-je pu me soustraire aux dernières volontés d'un mourant? Surtout que ce mourant était le seul maître à bord après Dieu du navire sur lequel je servais. Et le code maritime m'imposait la plus stricte obéissance. Vous vous défendez bien? Je ne me défends pas, monsieur le procureur. C'est la vérité qui me défend. Je vous crois, mon garçon. Allons. L'affaire est entendue. D'ailleurs, les lettres anonymes, nous savons que trop ce qu'il faut en penser. J'en reçois bien une dizaine par jour. Enlevez-lui ses chaînes. Je suis libre? Mieux. Vous êtes innocent. Car je ne vois pas ce que la justice pourrait avoir à vous reprocher, sinon d'avoir été compatissant envers un mourant et obéissant envers votre supérieur, ce qui est tout à votre honneur. Adieu, capitaine Dantès, je vous rends votre fiancée. Et moi, je retourne auprès de la mienne, car moi aussi, figurez-vous, ce sont aujourd'hui mes fiançailles. Quelle étrange coïncidence. Et bien tous mes vœux de bonheur, monsieur le procureur. Et qui sait si nos deux fiancés ne deviendront pas les meilleurs amis du monde. Oui, elles s'uniront pour nous ruiner chez la même couturière et la même modiste. Adieu. Encore un instant, capitaine Dantès, juste un détail. Cette fameuse lettre de l'île d'Elbe, vous l'avez toujours? Oui, certainement. La voici. Avez-vous lu le nom du destinataire? Avez-vous retenu son adresse? Bien sûr. Je comptais d'ailleurs moi-même la porter en personne. Bon, un certain monsieur Noirtier, 13 rue de Coqueyron à Paris, je crois. Je m'apprête à fuir l'île d'Elbe pour débarquer en France et reprendre le pouvoir. Je vous charge de favoriser cette reconquête en éliminant par tous les moyens votre contenance, l'un de mes plus dangereux adversaires. Vous avez toute ma confiance, Napoléon. Edmond Dantès, au nom de la loi, je dois m'assurer de votre personne. Comment? Mais vous venez de dire que... Conduisez cet homme au château d'If et veillez à ce qu'il ne puisse communiquer avec personne. Vous n'avez pas le droit! Enfin! Taisez-vous, Dantès, plus un mot! Des accusations d'une extrême gravité pèsent sur vous.
Arrêtez! Villefort! Soyez maudit, Villefort! Un jour je vous retrouverai! Un jour je vous tuerai! Ce qui a provoqué l'émotion et le brusque revirement du procureur Villefort, c'est... C'est le nom de l'individu auquel je devais remettre le pli de l'île d'Elbe. Noirtier, rue du Coqueyron, Paris. Et ce nom ne vous dit rien? Non. J'ai longé les côtes d'Afrique, j'ai doublé le cap de Bonne-Espérance, j'ai relâché à Colombo, Bombay. Je n'ai jamais été à Paris. Je connais personne. Votre Noirtier s'appelle en réalité Noirtier de Villefort. C'est le père du procureur qui vous a fait enfermer ici. J'ajoute qu'il a toujours été réputé pour ses sympathies bonapartistes. Cette lettre dont vous êtes chargé devait contenir un message qui risquait de compromettre le père de Villefort. Oui, ça tient. Ça tient. Ça explique pourquoi m'a laissé pourrir ici sans même me traduire devant un tribunal. Mais Napoléon est mort, lui aussi. Ces histoires de complot bonapartistes n'ont plus aucun sens. Pour Villefort, un danger chasse l'autre. Si on vous fait comparaître devant les juges, vous allez parler de la lettre. Alors, pour protéger son père d'abord et sa carrière ensuite, Villefort n'a pas hésité à me sacrifier, à me condamner à être enterré vivant. N'oubliez pas l'autre lettre. À la lettre anonyme. En me dénonçant comme courrier de l'empereur. Et depuis que je suis enfermé dans ce trou puant, je n'ai cessé d'y réfléchir, tournant et retournant les événements dans tous les sens. J'ai du mal à admettre la vérité. Mais aujourd'hui, pour moi, cette lettre n'est plus anonyme. N'ayez pas honte au moment d'être livré. Jésus aussi a pleuré. Tout le monde pense que les larmes du Christ étaient des larmes d'angoisse. L'angoisse du supplice. Mais moi, je me demande s'il n'a pas pleuré parce que Judas l'avait trahi. Judas était son ami. Vous savez ce qu'il a fait? Mais Jésus ne s'est pas vengé de Judas. Non, parce qu'il était Dieu, ça lui donnait des devoirs. Mais vous, vous n'êtes qu'un homme, ça vous donne des droits. Le mieux, c'est de signaler sa mort juste en quittant notre service. Comme ça, la ronde de nuit devra le porter jusqu'au cimetière. Allez, on va déjà commencer à le mettre dans le sac parce que sinon les bêtes vont commencer à le grignoter. J'ai trouvé Faria. Le plus beau des trésors. Faria. La liberté. Faria. La liberté. J'ai trouvé.
rudement lourd pour un vieillard qui n'avait plus de la peau sur les os. C'est à cause du boulet. On aurait mieux fait d'attendre d'être au cimetière pour le lester. C'est après toi qu'on court? Je peux te cacher. On pourrait en profiter pour prendre du bon temps, qu'est-ce que t'en dis? J'ai pas d'argent. Il paraît que j'en le vends du large et j'ondule des jambes comme une sirène. Toi qui es marin, ça devrait te plaire. J'ai pas d'argent du tout. Avec moi, c'est pas cher. Et puis j'ai une femme qui m'attend. C'est Edmond, je t'en supplie, ouvre-moi, je suis en danger. Père!
Excusez-moi, madame, mais Monsieur Dantès n'est pas là? Non, depuis longtemps. Il est parti. Ailleurs? C'est ça, oui. Parti ailleurs. Loin d'ici? Très loin. Il est mort. On lui a arrêté son garçon, on l'a jeté en prison. Alors le vieux Dantès est mort. De faim. De faim? Mais c'est impossible. Il n'avait que des amis ici. Personne n'a pu l'abandonner. Quand il a su qu'on lui prenait son fils, il n'a plus voulu manger. Il souhaitait plus qu'une chose, mourir. C'est impossible. Pour aller vite retrouver son cher petit Edmond là-haut, chez le bon Dieu. Mais Edmond Dantès n'était pas mort. Ah, faut croire que si. Bien des gens ont essayé d'avoir de ses nouvelles. On leur a dit qu'on ne savait pas. Oh, et puis c'est si vieux tout ça. À quoi ça sert de remuer toutes ces choses? Ah, non, il y a quelque chose. Les matelots, est-ce qu'on dirait? De voir un peu tes papiers maritimes? Oui, bien sûr. Alors, ça vient? Tout de suite. Excusez-moi, mais ça fait 3 fois qu'on me demande mon livret, et je ne sais plus dans quelle poche je l'ai mis. Qu'est-ce que vous lui voulez à mon petit-fils? C'est un bon garçon qui n'a jamais fait de mal à personne. Votre petit-fils? Sans lui, il y a longtemps que je serais morte, allez. Puis ça vaudrait peut-être mieux. Faut pas dire des choses comme ça, madame. Et faites excuse, on ne pouvait pas savoir. Nous recherchons un évadé, vous comprenez? C'est pas chez nous que vous le trouverez. Tout ce qu'on cache ici, c'est notre misère. Merci. Je peux savoir pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas qui t'es, mon garçon. Je préfère pas le savoir. Mais j'ai fait ça parce que, tout à l'heure, t'as défendu la mémoire du pauvre vieux père Dantès. Je cherche la señorita Mercedes. J'ai frappé à sa maison, mais il n'y a personne. Vous la connaissez sûrement, Mercedes Igualada, fille de Feliu et de Rosada. Elle est d'origine catalane. Et hombre, de quelle ligne tu nous tombes là? Ça va bientôt faire 20 ans qu'elle est partie. Partie? Partie? Mais où? À l'époque, on a parlé de Paris, enfin, je crois. En tout cas, elle est jamais revenue, hein. Et Fernand Mondego? Je crois qu'il était son cousin. Il sait peut-être ce qu'elle est devenue. Fernand Mondego? Mais lui aussi, il est parti. Il s'est engagé dans l'armée. Alors, mon gaillard, oui, toi qui bouffe du blé comme un marin, t'es embarqué sur quel bateau? Aucun bateau. C'est-à-dire, j'étais sur un voilier. À l'île de Malte, mais on a fait naufrage. C'est des choses qui arrivent. La jeune Amélie, elle, c'est un bon navire qui tient sous les pieds. Moi, je suis un bon patron qui tient ses promesses. C'est une proposition. Un de mes hommes a été arrêté pour bagarre dans une taverne. Ça tombe mal, vu que j'ai un petit rendez-vous cette nuit quelque part au large, et avec ce Mistral du diable, déjà que je navigue en équipage réduit, j'aurais rien contre un coup de main. Contrebande? Te mêle pas de mes affaires, j'irai pas foirer mon nez dans les tiennes. Alors c'est oui? C'est pour aller où? La côte italienne, t'as pas besoin d'en savoir plus. Où on va rien, capitaine?
Pour envoyer une voile carrée, là, pour nous appuyer un peu. Le carré? Oui. Puis choquer un peu les phoques, là. Il n'y a pas assez de creux. L'eau de Méditerranée, aux arômes de Provence et fourrée d'un hachis de langoustine et d'oursin. Hein? Le tout grillé au fagotin de fenouil, flambé à la liqueur d'anis, nappé d'un velouté de tomates réveillé d'une pointe de safran. Ce diable de Bertuccio n'entend rien à la navigation, mais comme maître Coq, il n'a pas son pareil. Il faut dire qu'avant d'embarquer sur la jeune Amélie, il était le cuisinier du comte Farlati, un des hommes les plus riches de Toscane. Ces gens-là, tu sais comment ils sont, toujours à s'imaginer qu'on les dépouille, qu'on les détrousse, qu'on les friponne. Votre cuisinier est un voleur. Et toi? Qui es-tu? La vigie signale un fanal par tribord avant, capitaine. Fixe ton fanal. Ça cligne des yeux. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. C'est le signal. Tout le monde sur le pont, ça sent bon le tabac turc. Pas l'île de Monte Cristo. Une île, dis-tu? C'est faire beaucoup d'honneur à ce morceau de caillou. Vous pouvez me débarquer? De débarquer sur Monte Cristo? On va passer à quelques encablures, ça vous dérangerera pas de beaucoup. J'ai pas vraiment envie de me séparer d'un bon marin comme toi. D'ailleurs, tu serais un fada de nous quitter si tôt. Tant que j'ai pas négocié en Italie les ballots de tabac qu'on embarquait cette nuit. Avec quoi pourrais-je te payer? Tout ce que je vous demande comme salaire, c'est de me débarquer sur cette île et de m'y reprendre à votre retour d'Italie, dans une 8aine de jours. Et qu'est-ce qu'un homme comme toi peut bien avoir à faire sur un foutu caillou comme ça? Quand Lazare est sorti de son tombeau, personne ne m'a posé de questions. Faut respecter le silence des morts, capitaine. Que Dieu me pardonne d'avoir transformé son fils en couteau. Tenez, ça vous donnera des forces. Oh, laisse, il est trop tard. Mais avant de partir, je veux te donner quelque chose. Te révéler un secret auquel personne n'a jamais cru. Mais toi, tu vas y croire. C'est comme tu crois en Dieu. Est-ce que je crois en Dieu? C'est comme mon secret. Tant que tu ne l'as pas vu, tu doutes. Quand tu l'auras vu, tu seras ébloui. Un trésor. Car je suis riche, mon enfant. Immensément riche. Là-bas, une île. Une île? De quelle île parlez-vous? Monte Cristo. L'île de Monte Cristo. Il y a des récifs partout. Je peux pas prendre le risque de m'approcher davantage. C'est pas grave, je suis bon nageur. Au revoir. On reviendra dans 8 jours. Vous allez regretter mes bonnes petites recettes. Hein. Y a pas que ça qui va regretter. T'as donc pas compris qui était cet homme? Tu te rappelles pas avoir entendu tonner le canon du château d'If? Peut-être. Et alors? Un évadé, c'est une marchandise qui se négocie comme une cargaison de tabac, mieux même. C'est pour ça que j'avais d'abord pensé à garder cet homme à bord, mais c'était
c'était mal calculé. Il aurait pu profiter de notre escale en Italie pour fuir dans la nature, tandis que là, il a aucune chance de s'échapper de Monte Cristo. Oui, mais alors, si nous faisons route vers l'Italie, moi aussi, je suis recherché par les carabiniers. Oh, rassure-toi, tu vaux pas la corde pour te pendre. Et lui, c'est autre chose. Les pensionnaires du château d'If, c'est pas la petite crapule de bas étage. C'est la crème du lait. Faria. Fais-moi un geste. Un signe. Ainsi, je ferai le reste. Oui. Non. Ne m'abandonne pas. Allez, montre-le-moi. Faria. Ce trésor appartenait au comte Spada, mort empoisonné par César Borgia. Aide-moi. Je descends d'Espada. Et le trésor était trop bien caché, même pour un Borgia. Oui. Il savait plus ce qu'il disait. C'est normal. Moi aussi, j'ai déliré. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais fait de ce trésor? Faria. 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 Qu'est-ce que j'aurais fait de ce trésor? Une grotte, il y a des pierres, ensevelies dans la nuit. Mais toi, tu les arraches à la nuit. Tu les feras briller plus fort que le soleil. Ils seront à toi, tout à toi. Tu es sûr? Tu es vraiment sûr? C'est celle-là. On va voir, attends. Toi, tu es sûr que c'est vraiment l'île de Monte Cristo?
Monsieur! Monsieur, c'est Bertuccio! Monsieur! Ne vous cachez pas! Ne vous cachez pas, je suis venu vous sauver la vie! Monsieur! Te sauver la vie? Qu'est-ce que tu racontes, Bertuccio? Je vous jure que c'est la vérité. Je vous signale que le capitaine de la jeune Amélie avait dans l'idée de vous livrer aux autorités françaises pour toucher la prime. Oh. Ah oui, comme ça tu penses que c'est toi qui vas toucher la prime? Vous êtes venu à combien pour ça? Mais non, vous vous trompez. N'avance pas! N'avance pas! Oh. Vous n'avez qu'à regarder, je suis seul. À part le pauvre pêcheur Jeppe qui m'a accompagné pour venir jusque-là. Bah dis-lui à Jeppe de débarquer. Je prends son bateau et je te prends comme matelot avec moi. Mais c'est avec sa barque qu'il gagne son pain. Jeppe est un pauvre homme. Non. Bien, maintenant c'est un homme riche. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu emmener le vieux Jeppe? À 2 contre 1, vous auriez pu facilement vous débarrasser de moi. Je sais qui tu es. Et qui je suis? Un cuisinier qui n'a même pas un couteau sur lui. Le voleur qui a pillé son maître. Mais t'en fais pas, moi, tu m'auras pas, moi. On dirait que vous êtes obsédé par l'idée de vous faire attaquer. Pourquoi? Fortune que vous avez cachée là-dedans. De toute façon, c'est pas la peine de faire des mystères. Votre affaire, elle est limpide. Mais qu'est-ce qu'un prisonnier évadé, à peine sorti de prison, vient faire sur une île perdue? Si ce n'est pour récupérer un beau butin qu'il aurait soigneusement pris la peine de cacher avant d'être arrêté. Il s'agit pas de butin, mais d'héritage. Quoi qu'il en soit, tu viens de te trahir. Tu n'es pas venu par charité, mais par intérêt. Si tu n'as pas de couteau, moi j'en ai un et je sais m'en servir. Alors retourne à la voilure. Alors là, vous faites une erreur. Et même si votre coffre est rempli de diamants aussi gros que celui que vous avez donné au vieux Jeppe, je vous dis que ça ne m'intéresse absolument pas, voilà. Parole de Bertuccio. La seule chose que je vous demande, c'est de me prendre avec vous, en tant que serviteur. Moi-même, j'ai besoin de personne. Sûr, c'est que nous ne faisons pas route vers les côtes françaises. Bien vu. On va en Italie. Veuillez m'excuser. Cependant, je crains d'avoir mal saisi. Pour le compte de qui travaillez-vous? Eh bien, monsieur, j'ai l'honneur d'être mon propre maître et de vivre de mes biens. Et vous prétendez vous porter acquéreur de... De 51% du capital de votre banque, oui, monsieur. Pourquoi 51%? Pour avoir la liberté d'agir comme bon me semblera, suivant le fil de mon inspiration. Comprenez-vous? Non, il ne comprend pas. Je suis désolé, mais je crois que cette plaisanterie a assez duré. Écoutez, mon ami... Monsieur le comte. Plaît-il? Vous m'appelez mon ami, ce qui en soi n'a rien de désobligeant, mais vous devez dire monsieur le comte. Monsieur le comte? Oui, monsieur le comte de Monte Cristo. Et c'est vous? C'est moi. Cher monsieur, je ne voudrais pas me montrer désagréable, mais il se trouve que je suis assez pressé. Alors, si vous voulez ne pas traiter avec moi, ayez l'obligeance de me le dire tout de suite. J'irai ailleurs. Ailleurs? Et pour acheter une autre banque? Veuillez m'excuser.
Avant de m'entretenir avec vous, j'ai déposé un coffre dans la chambre forte de votre établissement. Je vous autorise volontiers à le faire ouvrir. C'est déjà fait. A-t-on examiné le contenu du coffre que ce monsieur a déposé chez nous? Oui, monsieur le directeur, mais justement... Justement quoi? Il y a beaucoup d'argent, c'est des bijoux et aussi des colliers. Très bien, merci, laissez-nous. Ce qu'on m'annonce à l'instant est prodigieux. Tout simplement stupéfiant. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de... Monte Cristo? Eh bien, c'est-à-dire que je ne suis pratiquement jamais sorti de mon château. De votre château? Ah oui, certes. Qui doit être splendide, ça, je l'imagine. Et où se trouve-t-il? Eh bien, sur une île, là-bas, en Orient. Et puis-je savoir, monsieur le comte, par quel immense honneur vous avez porté votre choix sur notre société? N'avez-vous pas chez vous l'armement Morel de Marseille? Eh bien, pour moi, c'est une référence. Il semblerait que M. Morel soit victime d'une série de circonstances très fâcheuses ces temps-ci. Il a perdu pas mal de navires. Il ne lui en reste plus qu'un, le Pharaon. Il doit appareiller ces jours-ci à destination des Indes orientales. L'avenir, je serais tenté de dire d'une façon plus réaliste, la survie de la maison Morel dépend entièrement de la réussite de ce voyage. Un long voyage, monsieur le comte, qui va prendre toute une année. Pendant laquelle vous pourrez bien suspendre les créances que vous avez sur l'armement Morel. Ce désir me paraît bien imprudent, monsieur le comte. La plus grande des imprudences, mon cher, c'est de discuter mes ordres. Vite, à Marseille. Oui. Attention. Au revoir, monsieur. L'abbé, si j'osais. Que peut faire pour vous l'abbé Busoni, ma brave femme? J'ai pas voulu vous déranger pendant tout ce temps qu'il vous fallait pour vous installer. Remettre en état cette pauvre maison, ça n'a pas dû être une mince affaire. Avec l'aide de Dieu, on vient à bout de tout. Mes pauvres vieilles jambes ont bien du mal à me porter jusqu'à l'église. Et je voudrais tant me confesser. Ego ti absolvo in nomine Patris Sanctissimum. L'absolution? Mais je vous ai pas dit mes péchés. Ce que vous ferez au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous le ferez, parole du Seigneur. C'est Dieu qui a une dette envers vous. Ça marche, Bertuccio, ça marche. La vieille femme y avec du feu. Elle m'a même demandé de la confesser. C'est peut-être la dernière fois que je dis je vous pardonne. Cet abbé Busoni demande encore un peu de travail. Le nez, ça va. La voix, à peu près. Reste quelque chose à trouver dans le regard. Tu remarques que je te dis tout, n'est-ce pas? Peut-être même un peu trop. J'espère que j'ai raison de me fier à toi. Après tout, tu n'es jamais qu'un de ces voleurs de poules passibles de prison. Ou de bagne, peut-être. Alors ne t'avise pas de me trahir. Sinon, ma vengeance serait terrible, je sais. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous voulez vivre à nouveau parmi les hommes libres, il faut réapprendre à donner votre confiance. Au moins à moi, sans arrière-pensée. D'ailleurs, je vais vous avouer quelque chose. Pour vous prouver que votre confiance est bien placée, et pour me mettre complètement à votre merci, je vais vous dire comment je m'appelle. Celui qui est recherché par la police s'appelle Viscoli. Mon vrai nom est Benedetto Francesco Viscoli. Merci, Bertuccio. Je suppose que tu attends de moi que je te rende l'appareil.
Oh, je suis un cuisinier qui garde ses recettes. Vous avez donc bien le droit d'être un maître qui ne divulgue pas ses petits secrets. Alors disons que je t'ouvre quelque chose comme un crédit. Le jour où tu me le demanderas, je te dirai vraiment qui est le comte de Monte Cristo. Dieu soit avec vous. Dites-moi, mon brave, suis-je encore loin de l'auberge du Pont du Gard? À peine une lieue, mon père. Mais saurez-vous, c'est pas là que je descendrai. Ah bon, et pourquoi ça? Je veux pas me dire, mais on raconte que le tenancier et sa servante sont fiefs et coquins. Vous l'avez bien agité. Plein du monde qui nous arrive. Et du beau. Je suis l'abbé Busoni. Vous êtes Caderousse, n'est-ce pas? Vous me connaissez donc, monsieur l'abbé? De réputation. C'est bien vous qui teniez autrefois l'auberge La Posada, près du village des Catalans? Si fait mon père, mais j'ai préféré m'éloigner de Marseille. Oui. C'est une ville dangereuse, n'est-ce pas? On a vite fait de nouer de mauvaises fréquentations. Eh bien, la carconte! Ne vois-tu pas que monsieur l'abbé meurt de faim? Monsieur l'abbé me laissera-t-il déboucher pour lui cette bouteille d'excellent vin de Beaucaire? Bien volontiers, monsieur Caderousse. Asseyez-vous. Bien que je ne sois descendu chez vous ni pour votre table, ni pour votre vin. Pourquoi donc, alors? Pour votre mémoire, monsieur Caderousse. Vous souvient-il d'avoir connu un certain Edmond Dantès? Edmond Dantès, vous dites? Oui. Si j'ai connu Edmond Dantès, moi? Oui, un petit peu. Il venait quelquefois à la Posada se rafraîchir d'un verre de bandol bien frais. Oui, il y a bien longtemps que je l'ai pas revu. Et vous ne le reverrez jamais puisqu'il est mort. Il est mort? C'est moi qui lui ai apporté les secours de la religion et recueilli son ultime confession. Des profondis, comme on dit chez vous, hein? Encore que le pauvre jeune homme ne devait pas avoir grand-chose à confesser. C'était le plus brave homme que la terre ait jamais porté. Je vois que vous l'aimiez bien. Lui aussi vous aimait bien, Caderousse. Juste avant de fermer les yeux, il m'a supplié de retrouver les seuls vrais amis qu'il avait jamais eus sur cette terre, qu'il n'avait jamais cessé de chérir dans son cœur. Fernand Mondego, Eugène Danglars et vous, mon cher Caderousse. Mais nous retrouver pour quoi faire, puisqu'il est mort? Pour faire votre fortune. Comment ça, notre fortune? Ne me demandez pas comment ce diamant était en sa possession. Cela relève du secret de la confession. Mais toujours est-il que cette pierre est estimée à 50 000 francs et que Dantès m'a donné comme mission de répartir le produit de sa vente entre ses anciens amis, dont vous, mon cher Caderousse. Même divisé en 3 parts, la somme reste considérable. Sans doute, monsieur l'abbé. Sans doute. Encore que ça vaudrait la peine d'y réfléchir à 2 fois avant de faire le partage. Mais évidemment, ça, il pouvait pas savoir, le pauvre. Savoir quoi? Fernand Mondego, Eugène Danglars, ceux que Dantès croyait être ses amis, eh bien... Enfin, vous allez m'accuser de calomnie, monsieur l'abbé. Mais parlez, mon ami. Vous pouvez parler. C'est à cause d'eux si Dantès a été arrêté.
C'est eux qui ont écrit et envoyé la lettre anonyme qui l'a fait jeter en prison. Eh bien, vous en savez des choses, monsieur Caderousse? Vous savez, monsieur l'abbé, quand on sert les gens, on peut pas s'empêcher d'entendre ce qu'ils racontent, quoi. Mais en tous les cas, moi, j'ai jamais trompé dans leur sale petit complot. Ni de près, ni de loin. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir. Je suis resté dans la misère, moi. Et eux? Eux, monsieur l'abbé. À foi de Caderousse, c'est à croire qu'il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Tout de suite après l'arrestation de Dantès, ils n'ont pas traîné dans le coin. Danglars s'est monté à Paris. Il a amassé des millions. Il a fondé une banque. Il a même été fait baron. Baron, lui. Et Fernand a fait beaucoup mieux. Il s'est engagé dans l'armée. Il a servi en Grèce pour le compte d'un certain Ali Pacha, qu'il a fait général. Et doté d'une immense fortune, lui aussi. Il vit à Paris maintenant, sous le nom de comte de Morcerf. Il est pair de France. Je vois. J'espère que... Vous voyez surtout que ça serait pas juste de partager le diamant avec eux. Ils ne le méritent pas. C'est pas comme moi et ma pauvre servante. Vous n'allez pas bien, monsieur l'abbé? Si, ça va. Ça va, mais je ne vais pas tarder à reprendre ma route. Je vous dois combien, Caderousse? Rien du tout, monsieur l'abbé, rien du tout. Vous m'apportez un diamant de 50 000 francs. Je vais quand même pas vous faire payer en plus. Non, le diamant, c'était de mon Dantès. Mais c'est l'abbé Busoni qui a bu votre vin et mangé votre poulet. Alors ça fera 2 francs 40. Tenez, voilà 3 francs, gardez tout. Edmond Dantès avait des amis, du moins il croyait en avoir, mais il avait aussi un amour. Mercedes Igualada. Une sacrée belle fille. Elle a quitté Marseille, m'a-t-on dit? Évidemment, puisqu'elle a épousé Fernand. La voilà comtesse de Morcerf, à cette heure. Adieu, Caderousse. Adieu, madame. Ferme donc la porte au verrou. Des fois qu'il aurait des regrets de m'avoir laissé la pierre. De nous l'avoir laissé. Moi, je ne prends pas les gens en traîtres, ni les hommes, ni les dieux. Alors je suis venu te prévenir. Si tu n'as pas cru bon d'exercer ta justice divine, je me charge de la manifester, à ma façon, qui sera impitoyable et qui sera aussi éclatante. Je suis le frère Barnabé de l'ordre de Saint-François. Je mène une vie d'ermite là-haut dans les collines, et cette chapelle est mon oratoire. Cela m'étonne qu'un prêtre ayant un si beau cheval se soit arrêté dans un lieu si misérable pour y chercher Dieu. Je ne cherche pas Dieu, frère Barnabé. Je suis venu l'avertir que je prenais sa place. Pour faire réparer votre porte, priez pour moi.
Ah, voilà, enfin, c'est que je commençais à me faire du souci, moi, et pas seulement à cause du dîner qui a failli brûler, d'ailleurs. Mais ça aurait été vraiment dommage parce que je vous ai préparé d'excellentes choses. Des tomates aux anchois, des spaghettis aux fruits de mer, des... J'ai fait tout à l'heure pour l'addition de 50 300 francs un repas qui me coupera l'appétit pendant plusieurs jours au moins. Et puis nous n'avons pas le temps de souper. Nous partons. Encore? Mais on part où cette fois? En Orient. J'ai besoin d'apprendre. L'abbé Faria ne m'a pas tout appris. Il était trop bon pour ça. Mais que pensez-vous apprendre en Orient? Le raffinement, Bertuccio. Le raffinement sous toutes ses formes. Et en particulier le raffinement dans la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a, Maximilien? Ça pourrait être lui, père. Ça pourrait être le pharaon. Ça pourrait être lui, mais c'est pas sûr. Il le faut. Il faut que ce soit lui. Que Dieu t'entende. Si le pharaon et sa cargaison sont engloutis, alors la banqueroute est inévitable. Oh. Quand je pense que vous m'avez contraint à vivre pendant tout ce temps avec cette espèce de gâteau sur la tête... J'imagine que vous avez hâte de vous changer, vous aussi. Hein? Oui, et vite, j'ai un rendez-vous. En quoi vous voulez vous habiller maintenant, hein? Vous voulez être le comte de Monte Cristo, ou l'abbé Buzzoni, Herr Dr. Malzenstein, Lord Villemort, qui? Lord Villemort. Ça va passer pour un nez anglais, ça? J'ai appris à connaître les Anglais en naviguant sur le Pharaon. À les en croire, leurs navires seraient plus importants que les nôtres, et leur empire plus grand que notre royaume. Alors pourquoi pas leur nez? Et vos Turcs? Quoi, mes Turcs? Qui je suis, moi, Aladdin? Hein? Comment je fais pour faire tenir votre caravansérail que vous traînez derrière vous dans une si petite maison? Tu as raison, achète quelque chose pour les loger. Ne regarde pas à la dépense, que ce soit grand et beau. Somptueux, même. Non, mais comment ça, somptueux? Ces hommes ne sont que des esclaves, non? Ils ne le sont plus puisque je les ai rachetés. Qui entre à mon service doit être traité aussi bien que je me traite moi-même. Entrez! C'est sûrement pour annoncer l'arrivée du pharaon. Monsieur Morel, un certain Lord Villemort est là et demande à être reçu. Il a dit qu'il était envoyé par la banque. Oui, c'est Thomson et French, c'était inévitable. Bon, faites-le monter. Voilà une entrevue qui s'annonce délicate. J'ai dans cette banque plusieurs traites arrivées à échéance. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Malheureusement, les caisses sont vides. Père, il ne faut pas désespérer. Car si c'est bien le pharaon qui était en vue du port tout à l'heure... Si. Monsieur Morel, la banque Thomson & French, avec laquelle votre maison est en affaires... Écoutez, je ne veux pas être discourtois en vous interrompant, mais j'imagine que cet entretien est aussi pénible pour vous que pour moi. Alors, écoutez, si vous le permettez, tâchons d'être le plus rapide possible. Comme il vous plaira. J'ai ici un relevé de nos comptes. Nous avons d'abord signé par vous une série de traites pour 200 000 francs. Elles ont été suspendues 1 an. Mais les voici arrivées à échéance.
duquel il faut rajouter 32 500 francs, enfin courant, et pour la fin du mois prochain, environ 55 000 francs. C'est cela. Parfaitement. Ainsi donc, puisque vous ne discutez pas le montant de vos dettes, de quelle façon entendez-vous vous en acquitter? Je ne vous cache pas que notre banque est inquiète. J'ai toujours fait honneur à ma signature. Je sais bien qu'une rumeur court à Marseille selon laquelle la maison Morel serait incapable de faire face à ses engagements, mais sitôt que mon navire, le Pharaon, sera enfin annoncé en vue du port... Je suis arrivé à Marseille par le Luxor qui a recueilli à son bord les naufragés du Pharaon. Il n'y a plus de Pharaon, monsieur Morel. Maximilien, mon fils, cours vers le port. Va réconforter nos pauvres marins. Amène-les ici, et je descendrai leur parler dès que j'aurai fini avec leur ville mort. Tout de suite. Combien de rescapés? Tout l'équipage du Pharaon est sain et sauf. Oh, merci, my lord. Merci, c'est l'essentiel. Le bruit court que l'armement Morel n'a jamais perdu aucun membre d'équipage. Est-ce vrai? Non. Non, c'est faux. J'ai perdu un capitaine, mais c'est une vieille histoire. Je m'en suis jamais consolé. Sur quel navire a-t-il péri? Ah, mais il n'était pas sur un navire, non. Il a été englouti par quelque chose d'innommable. Je me suis jamais expliqué. Et pour honorer sa mémoire, je peux vous dire son nom. Il s'appelait Edmond Dantès. Dantès, dites-vous. Ne s'agit-il pas de ce garçon dont vous avez si généreusement assisté le malheureux père jusqu'à sa mort? Oh, généreusement, my lord. Bien, c'est ce qui se dit à Marseille. Je suis désolé pour le Pharaon. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Pour vous, les banquiers, c'est quoi un bateau? Des colonnes de chiffres, la valeur d'une cargaison? Mais vous ne pouvez pas comprendre. Le Pharaon, c'était le plus beau, c'était le plus ancien de nos navires. Et maintenant que le Pharaon est au fond, c'est la maison Morel qui va couler à son tour. Oui, je sais bien ce que vous êtes venu demander à mon père. Mais qu'est-ce que vous en faites de tout cet argent dans vos banques? Nous, on en fait des navires, on en fait des voyages, on en fait des hommes libres. On en fait du curry, de la vanille, de la soie, de l'indigo, on en fait du rêve. Chez nous, l'argent, il n'est pas enfermé, il prend le vent, il va sur la mer. C'est assez joli, ma foi, ce que vous dites. C'est ça, moquez-vous de moi en plus. Apprenez, jeune homme, que la banque Thompson & French vient d'accorder un délai supplémentaire de 3 mois à votre père pour réussir à honorer ses traites. Passé ce délai, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici, à midi, très précisément. Dans 3 mois, la situation sera exactement la même qu'aujourd'hui, sinon pire, sauf miracle. Mais merci quand même de nous accorder un petit sursis. La plupart des gens considèrent que c'est un grand privilège de savoir le jour et l'heure où l'on va mourir. Bien la calèche, Bertuccio, bien. Mais dès que nous serons en Italie, tu vas te procurer une paire de chevaux de même couleur. Le raffinement, Bertuccio, le raffinement. Mais pourquoi l'Italie? Nous retournons en Italie? Oui, demain à l'aube, nous roulerons jour et nuit s'il le faut. Chaque heure compte. Ne m'as-tu pas dit que c'est dans ton pays où se trouvaient les constructeurs de bateaux les plus habiles? Certainement, mais les carabiniers aussi sont habiles. Et puis j'espère que vous n'avez pas l'intention de vous faire construire un bateau, je comprends pas pourquoi. Pour remonter le temps, Bertuccio, et le vaincre.
exactement ce que j'attends de vous. À quelques détails près. La dunette n'est pas trop surélevée, là. Cela nuit à l'élégance des lignes. Les roufs aussi sont trop volumineux. Quant à ce ridicule bastingage à balustre... Ridicule, mon bastingage? Trop ostentatoire. Si vous préférez, monsieur l'architecte, un trois-mâts n'est pas un yacht de parade. Et maintenant, voyons l'essentiel. Avec quel bois comptez-vous border le pont? Monsieur, comme on fait toujours dans ce cas-là, en pin? Moi, je veux du hêtre blanc. Gardons l'idée du pin pour border la carène sur une charpente de chêne, bien sûr, qui sera doublée de cuivre. Je pense qu'il faudra compter environ 100 000 rivets. Il semble que dans votre vie, monsieur le comte, vous n'avez rien fait d'autre que de construire des vaisseaux. J'en ai aimé un, monsieur. Je le connaissais par cœur. De la quille à la pomme d'Emma. Certaines nuits, il m'est arrivé de le reconstruire membrure après membrure. C'est un exercice mental comme un autre, pour ne pas devenir fou. Mais parlons de vos délais. 3 mois, monsieur le comte, ça me semble un terme beaucoup trop court pour me permettre... Pourtant, vous n'aurez de ni un jour, ni une heure de plus. Doublez, triplez, quadruplez vos équipes, je paierai le prix qu'il faudra. Monsieur le comte, la fortune donne des droits, mais... Ce n'est pas ma fortune qui me donne des droits. C'est mon infortune. Du hêtre blanc, une charpente de chêne doublée de cuivre. Vous ne seriez pas le comte de Monte Cristo? Serviteur, monsieur. Bien. Monsieur l'architecte, je compte sur vous. Monsieur. Serviteur, monsieur. Vicomte Albert de Morcerf. Et c'est moi, monsieur le comte, qui suis votre serviteur. Quel nom dites-vous? Morcerf. Je suis le fils du général Fernand, comte de Morcerf, pair de France. Dans ce cas, votre mère n'est autre que... La comtesse de Morcerf, voyez. Mercédès de Morcerf. Serait-ce que vous la connaissez? Je me sens troublé. Non, c'est le soleil d'Italie. Cette terrible torpeur. Oui, il fait une chaleur insupportable. Puis je vous convie à partager un rafraîchissement. Je vous avoue que je souhaitais vous rencontrer pour vous demander une faveur. Vous ne buvez pas? Si, si. Monsieur, voici pourquoi je voulais vous voir. Avez-vous entendu parler d'une exécution? Pardon? Oui, une exécution capitale qui doit avoir lieu dans 2 jours. On doit mettre à mort un certain Rocca Priori, surnommé Peppino, coupable d'appartenir à la bande de Luigi Vampa, un des plus fameux bandits italiens. Mais je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Eh bien, je me suis laissé dire que les Italiens avaient une curieuse façon d'exécuter les suppliciés. Alors, ayant entrepris ce voyage pour découvrir l'Italie et ses coutumes, je me suis dit qu'il fallait voir ça. Hélas, je m'y suis pris trop tard pour avoir des places. Mais le signor Pastrini, qui tient cet établissement, m'a dit que le comte de Monte Cristo s'était sans doute montré moins étourdi. Qu'en somme, monsieur, vous accepteriez de m'accueillir sur le balcon que vous avez loué pour voir le spectacle. Spectacle? Vous appelez la mort d'un homme un spectacle? Mon Dieu, monsieur, il s'agit là de punir un bandit. Le mot punition est un mot terrible, jeune homme. Ne l'employez pas comme si vous parliez d'un opéra. Mais je ne vous comprends pas. Est-ce que la justice... Il lui arrive de se tromper à la justice, et quand elle se trompe, elle devient la chose la plus immonde, la plus répugnante qui soit. Elle fait honte à ceux qui la rendent. Et puis je n'ai pas de balcon. Yes. C'est moi, monsieur, c'est Bertuccio. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a le feu? Non, pire. Une histoire horrible, monsieur. Le signor Pastrini vient de se précipiter à l'église pour offrir un cierge à Sainte Rita. Et la patronne des causes désespérées. Il n'y a plus qu'elle qui puisse réussir à sauver ce pauvre garçon. Il n'y a plus qu'elle, ou bien vous. Enfin, de quoi parles-tu? Du vicomte Albert de Morcerf. On vient de l'enlever. Enlever? Comment ça, enlever? Celui qui a fait le coup, c'est Luigi Vampa, le bandit. Il demande une rançon exorbitante. Je vous garantis que s'il n'est pas payé, il donnera l'ordre d'égorger ce malheureux garçon. Vous voulez savoir combien il veut? Il a les dents longues, ce Vampa. Enfin, il n'y a pas de quoi s'affoler. Que le signor Pastrini avance la somme exigée par les ravisseurs et les Morcerf le rembourseront. Le signor Pastrini ne dispose pas d'une telle fortune. Mais laisse-moi dormir. Moi, je déteste les questions d'argent. Mais vous pourriez faire quelque chose. Vous possédez cet argent. C'est donc ça que tu es venu me demander.
J'étais persuadé que vous seriez d'accord. Eh bien non, Bertuccio, le comte de Monte Cristo n'est pas d'accord. Désolé, mon cher, mais je ne dépenserai pas un liard pour un Morcerf. D'ailleurs, si je m'écoutais, je te prierais de m'apporter de l'encre, une plume et du papier pour m'offrir la satisfaction d'avertir moi-même Fernand de Morcerf qu'il vient de perdre son fils. Mais comment osez-vous dire une chose aussi horrible? C'est pas possible. Vous ne sauriez pas ça, je peux pas le croire. Moi aussi, Bertuccio. Il y a certaines choses que je ne pouvais pas croire. Elles étaient vraies pourtant. Ce cher Fernand, il va savoir ce que c'est quand on vous arrache un fils, ce que mon malheureux père a vécu au point d'en mourir. Il va l'éprouver lui-même. Tiens, fais-moi monter du vin. Je veux me réjouir à la santé de Luigi Vampa. Vous pouvez vous réjouir d'une pareille horreur? Non, je me réjouis de la justice de Dieu. Mais ce pauvre garçon est innocent. Et si ces bandits décident de l'égorger? Le jeune Albert veut assister à un supplice, eh bien, il sera aux premières loges. Non. Quoi, non? Pas vous. Et pas ça. Mais tais-toi, tu ne comprends rien. Vous n'avez pas pensé à sa mère? Parlons-en de sa mère. Somme toute, t'inquiète pas pour elle, va. Elle se console vite. Son premier chagrin, il lui a fallu que quelques mois pour l'éponger. Alors comme ça, vous connaissez cette pauvre malheureuse? Non. Si, monsieur. Si, vous la connaissez. Et en plus, elle vous a fait souffrir. Hein? C'est pour ça que vous vous réjouissez à l'idée que c'est elle, maintenant, qui va enfin souffrir. Je ne dis pas le contraire. Eh ben voilà. Vous voulez vous venger? Alors vengez-vous. Mais pas en laissant égorger un pauvre innocent qui n'était même pas né quand vous avez été confronté à vos terribles malheurs. Moi aussi, j'étais innocent. Alors justement. Mais puisque vous vous rappelez tout ce que vous avez enduré, vous devez refuser que l'injustice puisse frapper à nouveau un innocent. Tu veux que je sauve Albert de Morcerf? Oui, je le veux. Et même je l'exige. Ah, tu l'exiges? Tu te permets d'exiger? Et au nom de quoi? Je me le permets au nom de la dette que vous avez à mon égard. Vous l'avez oubliée, celle-là? Ben moi, non. C'est vrai, un jour, vous m'avez même dit que j'avais un crédit ouvert chez vous. Non, mais c'était pour te raconter mon histoire, te révéler mon vrai nom. Oh, ça m'est bien égal de savoir qui vous êtes. Ce qui m'importe, c'est de savoir ce que vous êtes. Et vous êtes un homme bon. Où as-tu pris ça? Ben, j'ai un cerveau, non? Je réfléchis. Par exemple, vous voulez savoir pourquoi vous dépensez une fortune colossale pour faire construire un navire? Mais parce que j'ai été marin. Et que j'adore les bateaux. Non, vous ne mettrez jamais les pieds sur ce bateau. Je sais à quoi et surtout à qui vous le destinez. Tu es un redoutable créancier, Bertuccio. Très bien, tu as gagné. Je vais m'acquitter de ma dette envers toi. Vous voulez dire que vous paierez la rançon du jeune Morcerf? Non, je ne paierai pas la rançon. Puisque tu me prives du plaisir de me venger, tu me permettras au moins de m'amuser un peu. File à l'église, arrache le signor Pastrini à ses dévotions et dis-lui que je veux rencontrer, cette nuit même avant l'aube, Luigi Vampa. Là, je vous retrouve. Encore une chose, je te donne jusqu'à demain soir pour tout savoir sur le juge qui a fait condamner un des hommes de Vampa. Bonsoir, signor Vampa. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette entrevue. Dis à tes hommes de s'éloigner. Dites-leur vous-même, signor Vampa. Ça va. Tu as apporté l'argent de la rançon? Non. Comme vous voyez, je suis venu les mains vides. Tu sais ce que ça veut dire? Albert de Morcerf sera exécuté. Je ne crois pas, non. Je voudrais bien savoir qui m'en empêcherait. Rocca Priori, dit Peppino. Lequel Peppino est de vos amis, je crois. En quoi est-ce que ça te regarde, la mort de Peppino? En ce que je peux l'en empêcher. L'arracher au bourreau? J'y ai pensé. C'est impossible, il y aura trop de soldats partout. Je m'engage à faire gracier Peppino en échange de la vie sauve pour le vicomte de Morcerf. Une vie pour une autre vie. C'est assez honnête, non? Marché conclu, signor Vampa.
Oh! Ah. Tu es certain de ces informations? À la veille d'une exécution capitale, le juge Simonetti va toujours entendre un opéra. Chacun assourdit sa conscience comme il peut. Et il attend l'aube fatale en galante compagnie de façon un peu spéciale, comme je vous l'ai dit. Son Excellence, le juge Simonetti. Ma chère enfant, je ne vous demande pourtant pas grand-chose. Si je vous suppliais de faire l'amour avec moi, je pourrais comprendre votre refus, mais la seule chose que je demande, c'est de Baiser mes pieds les lécher pour être plus précis, les toiletter lentement avec adoration. Et si par hasard je m'acquittais mal de cet humble service, je ne verrais pas d'inconvénient à ce que vous m'en punissiez de plusieurs coups de fouet. Taisez-vous, vous me répugnez. Mais voyons, je ne vous comprends vraiment pas, ma petite fille. Je serais le seul de nous deux à être humilié, puni et condamné, et si parfaitement heureux de l'être. Jeune imbécile. Puis-je vous entretenir d'une affaire, monsieur le juge? Non, je regrette. Monsieur, pas ce soir. Ce soir, tout est exécrable. L'orchestre, la soprano, les chœurs. Surtout cette petite dame, n'est-ce pas? Voyez-vous, monsieur le juge, quand on demande à une jeune personne de vous accorder un plaisir étrange et fascinant, il faut lui offrir en échange une autre forme de fascination. Et aujourd'hui, ce qui fascine les jeunes filles, c'est ceci. C'est un joyau magnifique. Je suis heureux qu'il vous plaise. Il est à vous. À moi? Pourquoi? Mais qui êtes-vous? Venez, je vais vous expliquer. En réalité, monsieur le juge, il s'agit d'un marché. Un marché, monsieur? Ce rubis contre la grâce d'un certain Pépinot. Ce rubis qui vous vaudra la reconnaissance de la charmante enfant aux pieds si délicatement cambrés. Mais taisez-vous donc! Mais pour qui me prenez-vous? Mais... Pour un juge si facile à corrompre? Je ne veux pas vous corrompre. Seulement, vous aider à assouvir un désir, oh, un désir bien innocent, ma foi, comparé à tant d'autres. Je me demande sincèrement, monsieur, ce qui me retient de vous faire arrêter. La passion, monsieur le juge, la passion vous retient. Vous adorez que les jeunes femmes vous fassent souffrir ou vous humilient. Après tout, pourquoi pas? Même si c'est un goût que je ne partage pas. Moi, une femme m'a fait souffrir. Et les hommes m'ont humilié. Je garde de tout cela une impression de très grand désarroi. Mais à chacun ses rêves. Et je me garde bien de juger les vôtres. Attendez. À votre place, je ferai monter ce diamant pendentif. C'est si pur, un diamant sur une poitrine encore juvénile. Quant au rubis et à l'émeraude, la jeune personne en trouvera certainement un emploi. Les petites dindes ne sont stupides qu'en apparence. Cette sorte de supplice s'appelle une mazzolata. On ne voit ça que chez nous, en Italie. Vous voyez cette massue? Le bourreau va s'en servir pour fracasser le crâne de Peppino. Après quoi, avec le couteau, il lui ouvrira la gorge. Et pour finir, il grimpera sur son ventre et le piétinera pour pouvoir extraire le sang du moribond. Quelle sauvagerie. Rassurez-vous, c'est la dernière fois qu'on va infliger une mazzolata. Désormais, les Italiens feront comme les gens civilisés. Ils couperont seulement les têtes. Le soutien de la racaille.
officier. Par ordre de son Excellence, le juge Simonetti, il y a un accord de grâce de la peine de mort pour Rocca Priori, dénommé Peppino. Eh bien, cher vicomte, finalement, vous n'avez pas pu assister à votre bazzolata. Pas trop déçu, j'espère. Monsieur mon père, ma pauvre chère maman et moi, par-dessus tout, nous sommes... Vous êtes vivant. Il fait beau, l'Italie est un pays plein de charme. Profitez-en. À vous revoir, vicomte. Calme-toi, Maximilien, calme-toi. On doit parler, toi et moi. L'Anglais a dit qu'il serait là à midi, il est 11h30. Comment voulez-vous que je reste calme? Et ton agitation ne changera rien. Lord Villemort sera bien là à midi et moi... Non, père, ne faites pas ça. On ne tue pas un homme pour une affaire d'argent. Mais rassure-toi, je ne ferai aucun mal à Lord Villemort. Alors c'est vous que... Oui. Donnez-moi ça. Donnez-le-moi. Quelle importance qu'on doit à cet homme? D'ailleurs, c'est même pas un homme, c'est une banque. On ne se tue pas pour une banque. Ce que je dois à Thompson et French ne va pas les faire couler. Pour eux, ma créance n'est probablement qu'une goutte d'eau. Vous voyez? Pensez à moi. Mais je ne pense qu'à toi. À ton avenir. À tes chances pour obtenir un peu plus tard la confiance des investisseurs qui vont t'aider à fonder une nouvelle maison d'armement. Mais il y a une chose que je ne veux pas qu'on dise de toi. Vous voyez ce petit Maximilien, ce garçon dont le père n'a même pas été capable d'honorer sa signature. Méfiez-vous de ce petit Maximilien. Mais ça m'est égal, l'avenir. Je serai pas armateur et alors? Je m'engagerai comme marin. On te demandera de signer le rôle d'équipage. Ton nom ne vaut plus rien. Ton père l'a déshonoré. Tu sais ce que c'est qu'une signature, Maximilien? Tu sais ce que c'est qu'une signature? C'est le prolongement d'une main. Et ma main, c'est moi. Et moi, c'est toi. Allez, va-t'en. Laisse-moi seul. Allez. Laisse-moi faire ce que je dois. Comment voulez-vous que je vous quitte en sachant qu'à mon retour, je vais vous trouver? Endormi. Endormi un peu brutalement, sans doute, mais rien de plus qu'endormi. Tu sais, j'ai pas peur du sommeil. Ça fait du bien de dormir. Tu verras, quand tu seras vieux, toi aussi. Tous les soirs, je me dis ça. Ah, fermez les yeux. Enfin. Fermez les yeux. Je t'aime, mon petit garçon. Je t'aime. Allez, va-t'en. Laisse-moi seul. Il est bientôt midi. Allez.
À Lord Villemort, ce 5 mars. Milord, je mets fin à mes jours. Si vous êtes l'homme que je crois, vous me comprendrez. Ma mort ne vous remboursera pas ce que je vous dois, mais en accomplissant cet acte que certains, mais pas vous, qualifieront de fuite, de lâcheté, c'est moi qui me paye. C'est moi qui règle un compte avec moi-même. C'est moi qui rachète mon honneur. Est-ce que vous êtes le fils Morel? Maximilien Morel, oui. On m'a dit de te donner ça, avant midi. Qui vous a donné ça pour moi? Un prêtre, un saint homme de prêtre. L'abbé Busoni! Papa, arrêtez! Faites pas ça. Regardez. Regardez. Il y a de quoi couvrir notre dette. Et plus que largement. Ah, je la connais, cette bourse. Je la connais. Elle appartient à un curé, je crois. Busoni. Non, 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 tu te trompes, non. C'est celle du vieux père d'Edmond Dantès. Oui, chaque fois que je lui rendais visite, enfin, je lui ai glissé quelques pièces. Quelquefois, je lui mettais quelques billets qui faisaient moins de bruit. Ah, mais c'est qu'il avait sa fierté, le vieux Dantès. Entrez! Lord Villemort, monsieur. Et me voici, messieurs, comme convenu. Ah, entrez, my lord. Entrez, comme je suis heureux de vous voir. Tenez, asseyez-vous. J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous raconter. Un miracle, milord, c'est un miracle. Et vous êtes en mesure de... D'honorer ma signature, my lord. Et bien au-delà. Eh oui, je m'en doutais un peu. Eh oui, le pharaon est rentré. Évidemment, ça va vous changer bien des choses. Pardonnez-moi, my lord, mais vous devez faire une erreur. Une erreur? Mais à propos de quoi? Du pharaon. Ah oui, enfin, vous êtes le mieux placé pour savoir que mon navire a coulé. C'est vous qui m'avez annoncé la nouvelle il y a 3 mois. Je suis un homme de finance, monsieur Morel. Je suis habitué à la rigueur des chiffres, à la froideur des faits. Ce que je puis vous dire, c'est que j'étais à bord du navire qui a assisté aux derniers instants du pharaon et recueilli ses naufragés. J'étais sur le pont du Luxor. J'ai vu ces pauvres malheureux nager vers votre vaisseau avec l'énergie du désespoir. J'ai vu la mer déchaîner, fracasser et engloutir ce qui restait de votre infortuné bâtiment. Si vous avez une Bible, monsieur Morel, donnez-la-moi. Je suis prêt à jurer, la main droite levée sur le livre sacré, que j'ai vu le pharaon disparaître dans les profondeurs de la mer. Mais je suis également prêt à jurer devant Dieu qu'en venant, j'ai longé les quais où une foule joyeuse acclamait ce même pharaon qui, arborant la flamme de votre armement, entrait majestueusement en rade de Marseille, venant d'Italie, où remplit ses cales d'huile d'olive, de blé dur, d'agrumes, de tonneaux de vin, de chianti, de fromage de parmesan. C'est impossible, ce serait. Un miracle, monsieur Morel, un miracle. J'ai moi-même du mal à y croire, mais si le mot miracle existe dans la langue des hommes, c'est qu'il doit bien recouvrir une réalité. Au moins, de temps en temps. Un miracle. Alors, vous êtes bien amusé, hein? Ma foi, oui, Bertuccio, l'illusion est parfaite. Notre pharaon est à ce point identique à l'ancien que Morel lui-même s'y est trompé. Moi, je trouve qu'il sent encore un peu le bois frais des forêts d'Italie. Mais pour relever ce genre de détails, seul un vrai marin comme... Comme Edmond Dantès. Dantès. Mais qui est Dantès? Tu connais Dantès, toi?
Non, c'est un nom, ce qui m'est venu comme ça à l'esprit. Bon, bah alors, s'il t'est venu comme ça, fais en sorte qu'il reparte aussi vite. C'est déjà fait, j'ai déjà oublié. Quel nom j'ai dit? Valdès, Bourgès, Doublès. C'est terrible d'avoir si peu de mémoire. Oh, à propos, tenez. J'allais oublier de vous la donner. Ah. C'est une invitation du jeune vicomte Albert à déjeuner à l'hôtel Morcerf, le 21 juin pour le premier jour de l'été. Ça ne va pas? C'est rien. C'est rien. C'est sans doute l'émotion. Je suis heureux. Je suis rudement heureux. Et puis, si les bateaux ressuscitent, c'est la preuve que Dieu existe pour de vrai. Et nous aussi. Non, papa! Non! Papa! Non! Eh bien, écoute, nous irons à Paris. Paris!